Bonsoir, bienvenue, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous, un espace de diffusion de la psychanalyse. Nous sommes arrivés au chapitre numéro 7 sur cette proposition de démontrer, de continuer à démontrer que la psychanalyse est révolutionnaire. La psychanalyse est révolutionnaire pour le sujet psychique, ce qui veut dire qu'elle est révolutionnaire pour le sujet social, ce qui veut dire que si elle est révolutionnaire pour moi, elle peut être révolutionnaire pour vous, elle peut être révolutionnaire pour chacun d'entre vous, parce qu'une petite révolution, c'est toujours la bienvenue dans notre vie, n'est-ce pas? Ne pas avoir une vie, Féti, bonsoir, une vie déjà tracée, déjà pensée par d'autres, parce que si je ne me psychanalyse pas, mais en général, hein, de façon générale, on va dire que nous avons tendance à faire la vie que d'autres ont pensée pour nous, hein, que c'est difficile de pouvoir créer une vie et selon nos désirs. Olivier, bonsoir. Donc c'est pour ça que nous disons que la psychanalyse est révolutionnaire parce qu'elle nous propose, Claire, bonsoir, de fabriquer notre propre vie avec les éléments que nous voulons dans notre vie, de ne pas répéter la vie qu'ont fait mes parents, de ne pas faire ce que d'autres ont pensé à ma place. Parce que quand nous arrivons dans ce monde d'êtres humains, tout est déjà prévu. C'est-à-dire que tout est déjà prévu pour dire, voilà, Sabella, bonsoir, tout est déjà prévu dans le sens où on nous attend non, on nous attend pour arriver à la maternelle, pour arriver à l'école, pour grandir, pour faire ceci, pour faire cela. Tout est déjà préparé pour que nous puissions faire notre chemin comme ils attendent de nous. Donc c'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse est révolutionnaire parce que elle va nous permettre de ne pas suivre ce chemin qui est préparé comme un chemin qui est préparé, mais pas exactement pour nous, sinon c'est un chemin qui est préparé comme si on était tous égaux, comme on était tous semblables. Bon, on est semblables et égaux, égaux devant certaines choses de la vie, mais et semblables aussi, mais disons que nous sommes tous particuliers avec des désirs particuliers que nous ne pouvons pas ouvrir, non, une manière de nous éduquer, Hakim, bonsoir, de nous éduquer en disant, voilà, vous allez tous être pareils, vous allez tous suivre le même type de formation. Et quand vous n'acceptez pas le type de formation qui est prévu pour vous, ben, on va vous étiqueter en vous mettant des initiales qui vont décrire vos particularités. Marlène, bonsoir. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce qu'ils font avec nous actuellement. C'est-à-dire que si nous ne suivons pas ce qu'ils attendent de nous en tant qu'enfants, encore que les adultes aussi, de temps en temps, on leur met des étiquettes particulières. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre numéro 7. Vous vous rappelez que nous sommes en train de travailler ce livre de Ménassa, qui sont des conférences de psychanalyse que Ménassa a données en 1995 à Cuba. Et donc, nous prenons Sabrina, bonsoir, ce texte comme base pour travailler et pour présenter cet instrument fantastique qu'est la psychanalyse qui va permettre non pas de faire une transformation du sujet superficiel, sinon de pouvoir réellement faire une transformation réelle du sujet, une transformation réelle dans le sens où il y a une modification psychique qui va être faite grâce à la psychanalyse. Donc, nous sommes arrivés au chapitre 7. Ah oui, je suis contente, nous sommes arrivés au chapitre 7. Ce n'est pas rien. Annie, bonsoir. Non, que j'aurais pu m'arrêter avant. Nous faisons ces directs depuis 2019. Et je ne me suis pas encore arrêtée et je continue. Et je continue parce que vous êtes là, bien évidemment. Nathalie, bonsoir. Alors, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que m'animer un petit peu à continuer ces directs tous les mardis à 21 h qui sont importants pour de nombreuses personnes.
D'accord? C'est-à-dire que moi, j'ai des échos qui reviennent qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ces directs avec régularité. Donc, que c'est une information, non, que les retours que j'ai sur ces directs, en général, ce sont des remerciements et des remerciements particuliers. Bon, nous allons continuer. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister au chapitre antérieur, il existe le YouTube de Clémence Lenis, et donc vous pouvez aller sur la page de YouTube de Clémence Lenis pour retrouver les chapitres antérieurs de le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui ont été déjà réalisés et que je mets ensuite sur YouTube. Donc nous avons vu le concept de rupture qui montrait comment cette manière de penser que présente la psychanalyse, c'est une rupture avec de nombreuses idées antérieures à la production de la psychanalyse, qu'il y a le concept de travail comme un concept central, c'est le concept central. Le travail en psychanalyse, la surdétermination, c'est-à-dire que, met à savoir, bonsoir, c'est-à-dire que la surdétermination, parce qu'en fait, l'appareil psychique est une structure complexe et que cet appareil psychique est déterminé par une structure complexe, que nous sommes déterminés par une structure complexe. Et ensuite, nous avions vu le temps en psychanalyse, qui est un temps particulier, puisque c'est un temps qui est pensé par après coup. C'est-à-dire que nous n'avons pas de solution au problème, sinon que nous pouvons lire, faire une lecture, interpréter ce que le patient va apporter comme matériel en analyse. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un nouveau concept, une nouvelle idée qui est très intéressante. Et c'est l'idée de lecture comme production. La lecture comme production, l'importance de la lecture comme production. C'est-à-dire que la lecture, c'est le résultat c'est une production. Que toutes les lectures que nous faisons dans notre vie sont des productions. Dans le sens où, ce sont des productions dans le sens où, quand je lis, et c'est pas simplement quand j'ouvre un livre pour lire, on va dire que la lecture, c'est ma manière d'interpréter la réalité. Quand on parle de lecture, on parle de quoi? On parle de, je vais dire, tiens, je prends ce verre et je vais dire, ah, ce verre est froid. Je fais une lecture. Je dis qu'il est froid, je fais une lecture. Et ce n'est pas par la sensation physique que je fais cette lecture. C'est le résultat d'une lecture de certaines catégories. C'est-à-dire que je vais utiliser des concepts de la physique, de la thermodynamique, pour dire que ce verre est froid. Sans savoir que toutes ces notions agissent en moi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toute une quantité de notions qui agissent en moi que j'ai appris grâce au langage, bon aussi parce que je suis un petit peu allée à l'école, etc., mais surtout grâce au langage, non, aux relations avec les autres, etc., que j'ai appris à faire des lectures de la réalité. Hein. Par exemple, quand on va dire «Tiens, j'arrive en retard», c'est aussi une lecture. C'est une lecture. J'utilise des notions de temps et d'espace. Bonsoir, Brahim. Non, j'utilise des notions de temps et d'espace quand je vais dire non, ce que je mange n'est pas bon, ou je vais dire cette personne m'aime ou elle ne m'aime pas pour ceci ou pour cela. Non, j'utilise, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire une lecture sur ce qui se passe, interpréter la réalité, c'est-à-dire j'utilise des notions, des informations qui sont dans les livres, même si ces livres, je ne les ai jamais lus. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il y a tout un héritage que nous pouvons faire sur des livres que nous n'avons jamais lus, mais qui nous ont été transmis sans que nous ayons besoin de les lire. Une grande quantité d'informations. Bon. Par exemple, un autre exemple, quand je me réveille le matin, j'ai des images dans la tête et je dois faire une lecture que je fais facilement. Enfin, pour certaines personnes, c'est facile, pour d'autres, ça peut peut-être moins, de faire la différence entre ce sont des images de rêves que j'ai faits, ou ce sont des images de souvenirs, ou ce sont des images
de mes fantasmes, par exemple. Non, je fais une lecture pour différencier, pour discriminer la situation. Non. C'est-à-dire que j'ai une conception de ce que veut dire un rêve, j'ai une conception de ce que veut dire être endormi. Je sais, non, j'ai appris plein de choses, et on ne se rend pas compte de toutes les choses que nous avons appris à Bip Bonsoir, non? Toutes ces choses, toutes ces connaissances que nous avons, hein, et que nous avons grâce au langage. Que tout ça, ça nous a été transmis principalement grâce au langage. Non, parce qu'il n'y a personne qui nous a dit, non, tu vois, enfin si, la maman, non, non, ça c'est un rêve, non, parce que les enfants, des fois, ils confondent leurs pensées avec les rêves, et donc, il va falloir qu'on leur indique un petit peu. C'est-à-dire que nous passons toute la journée à lire. Nous faisons des lectures constamment. Constamment, nous interprétons la réalité qui se présente devant nous, nous l'interprétons, et nous interprétons notre réalité, le spectacle que nous avons devant nous, et nous interprétons aussi ce qui nous arrive. C'est-à-dire que nous sommes en train de lire constamment. D'où l'importance d'avoir des instruments de lecture. Parce que si je ne fais aucun travail, comme je dis, voilà, c'est le langage qui m'a transmis cette possibilité de faire la différence entre le froid et le chaud. Le langage ou un adulte quand j'étais petit, d'accord. Mais après, si je ne fais pas un autre travail sur moi, je continue à faire des lectures qui sont faites plus que par de vraies connaissances, sinon par les connaissances des autres, en fait, qui m'ont passé, des connaissances des autres qui m'ont passé et que moi j'ai acceptées et que je continue à utiliser. Alors les connaissances, c'est toujours des connaissances des autres, hein, même si je vais dans les livres, mais disons que je peux sélectionner, et si je commence à me psychanalyser, je vais pouvoir commencer à sélectionner. Alors, on va commencer par notre... Pour étudier la psychanalyse, il faut se limiter. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons tendance un petit peu à vouloir tout mélanger. C'est-à-dire que chacun veut avoir sa méthode. Je vais vous présenter ma méthode. Elle s'appelle comme ça. Donc, on a envie de pouvoir, puisque on a réussi à trouver un chemin pour vivre, on va dire, bah voilà, ce chemin que j'ai trouvé pour vivre, je vais maintenant le vendre et dire, voilà, c'est comme ça que ce qui a fonctionné pour moi doit fonctionner pour tout le monde. Non. La psychanalyse, ça fonctionne pour tout le monde, mais parce que c'est une science, parce que c'est une science des faits, comme on a eu l'occasion de le voir. Mais que les différentes méthodes qu'inventent les gens à droite à gauche, ce sont des méthodes qui ont pu fonctionner pour eux, mais ce ne sont pas des méthodes qui vont fonctionner pour tout le monde. Et on va voir, parce que quand on dit que la psychanalyse, elle a un champ d'action qui est limité. Et ça, c'est important. Comme toutes les autres sciences, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à la psychanalyse, toutes les sciences ont un champ d'action limité. C'est-à-dire que, et qu'en plus, le champ, il est très bien limité. On ne peut pas associer, bon, il y en a qui le font, alors je dis on ne peut pas, pourtant il y en a beaucoup qui le font, qui mélangent un petit peu différentes théories et qui font leur propre sauce et qui disent, voilà, moi je me débrouille avec ça. D'accord? C'est-à-dire que c'est une façon, on va dire, de ne pas vouloir se soumettre à une loi. Non, c'est un petit peu en disant, moi, d'accord, ton truc là, ça m'intéresse, mais seulement ça. Le reste, poum, poum, j'en veux pas. Non, le reste, j'en veux pas, je préfère piocher là. Et puis comme ça, je fais ma sauce. Ah, non, non, c'est cette difficulté qu'a l'être humain en général à faire face à la réalité. Alors ils préfèrent, comme de nombreux névrosés, on va dire, préférer nier une partie de la réalité ou dire celle-là, je la vois pas, pour transformer et avoir une réalité tolérable pour lui, hein. Ben, ils font un petit peu la même chose avec ces genres de théories et qu'ils mélangent un petit peu tout. Alors que c'est important de bien préciser parce que c'est important que la psychanalyse, on dit que c'est une science, et c'est une science parce qu'elle a un terrain bien délimité. Et son terrain d'action, hein, que Freud, il a présenté ce terrain d'action, en fait, il l'a présenté dans l'interprétation des rêves. Et il a présenté pas seulement le terrain d'action, sinon qu'il a présenté la catégorie de champ d'action. En disant, voilà, une science, ça a un champ. C'est-à-dire
tout ce dont on parle, quand on parle, on fait référence à la psychanalyse, on parle de l'appareil psychique. L'appareil psychique, c'est le champ d'action. D'accord? C'est très important, c'est le champ d'action. C'est-à-dire que nous devons penser que chaque science s'occupe d'un point minuscule dans le grand monde. La psychanalyse, elle ne donne pas réponse à tout. La psychanalyse, elle donne réponse à tout ce qui la concerne. C'est-à-dire qu'elle a une vérité absolue sur ce qui l'occupe, sur ce point minuscule dont elle s'occupe. Et que chaque science va s'occuper, c'est pour ça que mélanger toutes les sciences, c'est dire voilà, j'ai réponse à tout. Mais réponse à tout, on va voir que ça, c'est quelque chose qui appartient à l'idéologie. L'idéologie, ce qu'on appelle l'idéologie, c'est celle qui a réponse à tout, qui peut tout expliquer. Non, c'est celle qui mélange un petit peu toutes les théories et qui va réussir à donner réponse à tout. Mais la psychanalyse, elle ne donne pas réponse à tout. Elle donne réponse à tout ce qui la concerne. Non. Et ça, et chaque science, pour chaque science, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce qui m'en concerne, hein, j'ai réponse. J'ai réponse seulement sur ce champ d'action qui m'appartient. Le champ d'action de la psychanalyse, c'est l'appareil psychique, c'est ce champ d'action qui lui appartient, et c'est là où elle peut interférer, où elle peut intervenir. Hein. Et on va voir que c'est pour ça que, en général, on a tendance à vouloir donner trop de pouvoir aux sciences. Trop de pouvoir dans le sens où on voudrait qu'elles répondent à tout, qu'elles soient 2 plus 2 c'est 4, non? Un truc carré, on pense que les sciences c'est quelque chose de carré, mais les sciences sont humaines. Toutes les sciences sont humaines. Bonsoir Valérie. Non. Donc il n'y a pas de réponse. On va dire que la particularité des sciences, c'est qu'elles naissent mutilées. Mutilées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas réponse à tout. La psychanalyse ne s'occupe pas de tout ce qui concerne l'inconscient. La psychanalyse, elle s'occupe d'une partie de l'inconscient de l'être humain. Olivier, rien ne donne réponse à tout. À chacun sa vérité. Si, la religion, elle donne réponse à tout, Olivier. Non. Je veux dire, l'idéologie, elle donne réponse à tout. Donc, c'est une possibilité. Après, bon. La psychanalyse, donc on dit qu'elle n'étudie qu'une partie de l'inconscient. Parce que l'être humain, quand on parle de l'inconscient de l'être humain, c'est un inconscient qui, si on parle de l'inconscient, toutes ces choses que le sujet ne sait pas de lui-même, et par exemple quand on parle d'ésotérisme, ou de ses pouvoirs de télépathie, ou de ses, non, toutes ces choses qui nous dépassent, on va dire, qu'on ne comprend pas, hein, et qui existent, où on va dire il y a une participation de l'inconscient, effectivement, très certainement. Mais ça, la psychanalyse ne l'étudie pas. La psychanalyse, elle va étudier seulement l'inconscient refoulé. Alors qu'il y a d'autres inconscients. Alors bien sûr qu'il y a d'autres normes, il y a d'autres pratiques qui vont utiliser quand on va être surpris de voir, par exemple, qu'une personne qui va lire sa boule de cristal et qui va dire «Oui, mais tu ne te rends pas compte, elle m'a dit ce qui m'est arrivé». Non, effectivement, c'est pas faux. Ça ne veut pas dire qu'elle va y arriver à chaque fois, ni qu'elle voit ça, mais qu'il y a quelque chose de l'inconscient qui est capté. Non, il y a des gens qui ont un certain pouvoir, un certain pouvoir inconscient pour faire des lectures particulières, on va dire. Donc, la psychanalyse n'étudie qu'un seul inconscient, exclusivement. Et elle étudie l'inconscient qui a été refoulé et qui a formé l'appareil psychique. Rappelez-vous qu'il y a eu un premier refoulement, le refoulement primordial, qui a produit l'appareil psychique. On dit que c'est vers 5-6 ans, par exemple 7-8 ans, où il y a production de l'appareil psychique, qui va ensuite continuer, bien évidemment, à se former. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, comme on a tendance à vouloir dire que la science, elle répond à tout, la science doit pouvoir tout comprendre, tout expliquer, mais en fait, ça c'est un préjugé que nous avons sur les sciences. C'est-à-dire que dans toute science, il y a quelque chose qui échappe à la science. Aucune science ne peut donner une vision de la réalité, une vision totale de la réalité.
Quand c'est une vision du monde, quand c'est une vision totale du monde, ce n'est plus une science, c'est une idéologie. La science ne peut pas donner de vision du monde, hein. C'est-à-dire qu'elle est absolue, mais uniquement sur, dans le terrain, dans le terrain où elle travaille, non, dans l'appareil psychique, pour le cas de la psychanalyse. Une autre chose qui est importante, c'est que la psychanalyse ne peut pas intervenir sur la vie du patient, ne peut pas intervenir pour qu'il fasse telle ou telle autre chose. Hein, ça, c'est important aussi à souligner, c'est-à-dire que ni le psychanalyste ni la psychanalyse n'a ce pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est impossible. Nous n'avons pas ce pouvoir d'intervenir sur les uns et les autres et de pouvoir lui dire, voilà, tu fais, sauf avec à la force, avec la force. Mais sinon, nous n'avons pas, en obligeant les gens peut-être, mais sinon, nous n'avons pas ce pouvoir. Et on va faire référence au pouvoir du transfert. Parce que, effectivement, cette relation si particulière qui organise, donc qui s'organise entre le patient et le psychanalyste, bon, c'est une relation tout à fait particulière, et qui pourrait apparemment donner un pouvoir au psychanalyste. Mais en fait, c'est un pouvoir qu'il a que s'il ne l'utilise pas. C'est-à-dire que le transfert, c'est un pouvoir qui appartient à la psychanalyse. Charbel, bonsoir, Féti. Non, c'est un pouvoir qui appartient à la psychanalyse et que le psychanalyste ne peut pas utiliser. D'accord? Dès que le psychanalyste veut utiliser ce soi-disant pouvoir, on va dire, ou par inexpérience, ou par abus de confiance, on va dire, par exemple, ben, le transfert se brise directement. Le transfert se brise, se désarticule, il n'y a plus de transfert, donc le traitement est terminé. Même s'il continue à se rencontrer, le traitement est terminé. Le patient s'en va, ou alors, quand on dit le traitement est terminé, dans le sens où le patient n'écoute plus. Donc, quand il y a eu hein, utilisation du transfert. Le transfert ne peut pas s'utiliser. Le transfert, on devrait le penser comme une sorte aussi de terrain sur lequel va pouvoir avoir lieu le travail. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut utiliser. Hein. Marco, bonsoir. Donc, par exemple, on va dire que la psychanalyse peut servir pour lever des inhibitions. Hein, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'inhibitions. Alors, ils souffrent, ça fait pas mal. Les inhibitions, en général, ce n'est pas quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose qui nous empêche de vivre. Ce sont des choses, je ne fais pas ceci parce que je suis inhibé, je ne fais pas cela parce que je suis inhibé, je ne fais pas cela parce que je suis inhibé, je ne fais pas cela. Et de nombreuses inhibitions qui m'empêchent de faire ce que je veux faire de ma vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je commence à lever certaines inhibitions, que je me rends compte que la vie peut me donner un peu plus que ce que je pensais pouvoir obtenir d'elle, que je peux fabriquer plus de choses dans la vie, du coup, je me permets à désirer d'autres choses, pas seulement ce que je me croyais qui m'était permis. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous sont permises. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous sont permises. Liliane, bonsoir. Non, il y a beaucoup de choses qui nous sont permises et que nous pouvons faire lever beaucoup d'inhibitions pour pouvoir, euh, pouvoir faire plus de choses. Alors ensuite, on va lire par exemple, on va lire dans l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero, que maintenant j'espère que vous commencez à connaître, qui est l'école où je me forme donc depuis des années et où je continue bien évidemment à me former. Il y a des ateliers de poésie ou des ateliers d'écriture où on enseigne à écrire. Mais en fait, on enseigne à écrire, ce n'est pas exactement ce dont il s'agit, puisque enseigner à écrire, ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire, ce qu'on va dire, on va dire, c'est enseigner à lever les inhibitions. À lever les inhibitions et surtout les préjugés. Les préjugés que nous avons tous, nous souffrons tous de préjugés donc, que l'on peut avoir face à la page blanche, que l'on peut avoir face à l'écriture, que l'on peut avoir face à ce que c'est que produire une écriture. Et on a des préjugés, donc non, non, ça c'est pas pour moi, non, non, et puis pourquoi faire? Et puis, bref, il y a de nombreux préjugés
qui existent face à l'écriture, et alors que nous devrions considérer que l'écriture est un don pour l'être humain. Hein. C'est-à-dire que nous devrions tous pouvoir utiliser cette possibilité. Tout ce qui est humain devrait pouvoir être utilisé par nous. Pourquoi nous disons non? Non. Pourquoi nous disons non? La psychanalyse, c'est une science qui coopère avec différentes spécialités ayant pour objet l'étude de l'homme. Donc, non, pourquoi je vais dire non à certaines choses, si c'est quelque chose qui est humain? L'écriture, par exemple, et puis plein d'autres choses. Non, là, on va parler de l'écriture comme on pourrait parler d'autres choses. C'est-à-dire que tout ce qui est humain, bah, si je me le propose, je peux faire le travail. Après, on dit, mais pourquoi? Pourquoi faire? Commencez à écrire, commencez à chanter, commencez à faire du cinéma, ne serait-ce qu'avec votre téléphone portable, et vous allez voir les bénéfices que vous allez avoir. Après, non, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut apprendre un petit peu à s'amuser, à pas vouloir, à dépasser un petit peu toutes ces limites que la société met en disant, voilà, ou vous êtes Loris, bonsoir, ou vous êtes une grande chanteuse, ou sinon, pourquoi vous allez chanter, ou vous gagnez le prix Goncourt, ou sinon, pourquoi vous allez écrire, ça sert à quoi s'il y a de nombreuses personnes qui ne peuvent pas vivre de ce qu'ils écrivent? Effectivement, on ne peut pas vivre de la majorité, non, ne vit pas de ce qu'ils écrivent. Mais peu importe. On peut vivre d'autres choses. On vit d'autres choses et à côté de ça, on a d'autres possibilités pour vivre et fabriquer cet être humain multiple que nous sommes. Nous sommes des êtres humains multiples, avec de multiples possibilités. Ouvrons-nous aux possibilités, si elles existent. Pourquoi pas pour nous? Parce que ma maman, parce que mon papa, parce que je pense que... Bah, arrêtez de penser et commencez à faire. C'est-à-dire que dans l'école de poésie Groupe Ocello, on dit que quand on ne peut pas écrire de poésie, on doit consulter un psychanalyste. C'est-à-dire que la poésie, c'est aussi quelque chose qui est disponible pour tous. Alors bien sûr, il faut faire un travail, ça ne tombe pas du ciel. C'est vrai, ça ne tombe pas du ciel. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Vous avez beau lever la tête, il n'y a rien sinon de l'eau. Hein, mais sinon, il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc tout a besoin d'un travail. Mais un petit travail régulier produit des choses exceptionnelles. Alors, comme le travail, qui est qui dans sa forme la plus simple, non, c'est ce qui ne peut absolument pas manquer sous aucun prétexte dans la relation de l'homme à la nature, bah c'est la même chose pour le bonheur. Céline, bonjour. Essayez de deviner le thème du jour. Il ne doit pas manquer le travail non plus pour le bonheur. C'est pareil, le bonheur, ça ne tombe pas du ciel, bien évidemment. Quelle malchance, hein, que ça ne tombe pas du ciel non plus, que pour être heureux, non, il faut faire un travail, que le bonheur s'obtient sur le chemin du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas que je travaille et donc je suis heureux. C'est que en travaillant, je vais produire des choses qui vont revenir sur moi. Et quand je travaille pour la culture, ça aussi c'est quelque chose qui est important, non? Quand je travaille pour la culture, les bénéfices, les bénéfices sont encore plus grands. Et même parce qu'on va dire travailler pour la culture, c'est-à-dire faire produire cet artiste que nous sommes tous. Nous sommes tous des artistes, nous avons toute cette possibilité de créer. Donc, quand nous allons pouvoir créer, puis après, nous devons faire à notre mesure, avec nos possibilités. Nous n'allons pas attendre qu'on nous offre une grande scène pour pouvoir monter notre spectacle et montrer comment nous faisons nos monologues ou comment nous avons organisé notre pièce de théâtre. Nous ne pouvons pas attendre ça, il faut le monter nous-mêmes. Bien évidemment, il faut faire monter nous-mêmes. Non? Et que tout ça, c'est payant. Tout ça, ça paye. Bonsoir, Zachary. Non? Le thème, c'est la suppléance. Non? Que c'est ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est payant dans le sens où le travail, c'est se psychanalyser, entre autres. Et non, c'est-à-dire que travailler pour la culture, ça donne de grands bénéfices. Alors ensuite, pour continuer sur le sujet de l'écriture, qui est très important, vous savez que, vous vous rappelez, on vous l'a appris, que chez certains peuples primitifs, ben, il y avait une différence entre la langue parlée et la langue écrite.
Le chemin compte plus que l'objectif. Sans pression et avec le sourire, prendre plaisir à faire. Ça ne là pas à être, à faire, exactement. Non? Et que le chemin, ce qui est intéressant, c'est de faire sans s'occuper des résultats, sans chercher à voir là où ça va me mener. Je verrai bien. Non, peu importe là où ça me mène. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir. Mais ça, c'est quelque chose de réussir à vivre comme ça, c'est pas facile. Non, parce que les gens sont beaucoup plus occupés à savoir je veux ça. Et alors, comment vous allez obtenir ça? Alors, peu importe comment je l'obtiens, ce qui est intéressant, c'est de voir si, Christine, bonsoir, si je vais l'obtenir ou pas. Donc, on parlait de ces, comme exemple, non, de ces peuples primitifs qui parlaient une langue et la langue écrite était différente. C'est-à-dire que la langue écrite était réservée à une certaine élite qui écrivait et que le peuple, Véronique, bonsoir, ne savait pas lire. Donc c'était deux langues différentes. Et donc ça veut dire que le peuple n'était jamais au courant de rien parce que ce qui se décidait, c'était décidé par rapport aux écrits bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est deux langues différentes, l'écriture et le parler. Que quand nous écrivons, nous n'écrivons pas comme nous parlons. Et quand nous parlons, nous ne parlons pas comme nous écrivons. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il s'agit que l'écriture, c'est pour ça que c'est important d'écrire, parce que c'est une manière de transmettre, c'est une manière de, de mettre des mots d'une façon différente que le parler. L'écriture, c'est une autre langue. C'est pour ça que c'est intéressant. Et quand on écrit, on le voit. Quand on écrit, on est regarde ce que j'ai écrit, je ne parle pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que si nous n'écrivons pas, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque de l'histoire de l'homme, de façon générale. Imaginez que, ben, déjà, en imaginant tout ce qu'on a détruit sur le chemin de tout ce qu'il y avait dans de grandes bibliothèques qui ont été brûlées et tous ces monuments qui ont été détruits par les guerres et tout ça, non? Mais en plus, tous ces gens qui n'ont rien fait, tous ces gens qui sont venus sur la terre et qui n'ont pas laissé de traces. La seule trace, c'est leur nom sur une tombe. Non. Donc c'est comme un vide. Un vide qu'il y a dans l'histoire parce que j'ai pas laissé ma trace, mon nom avec ma petite trace. Faut pas une petite trace, ça suffit. Non. Michel, bonsoir. Alors, nous parlions et c'est pour ça que ne pas faire quelque chose que nous savons tous écrire, nous savons tous écrire. Et si je ne le fais pas, c'est parce qu'il y a une inhibition et qu'on peut considérer ça aussi comme un symptôme. Écrire peut avoir une action thérapeutique. Non, non, c'est pas ça, Féti. Ça, il y en a beaucoup qui parlent de ça, mais bon, parce que les gens, ça leur fait du bien, donc ils disent que c'est thérapeutique. Mais aller faire de la danse, aller faire du yoga, ça fait du bien aussi. Et non, que faire des choses pour soi, ça fait du bien. Une croyance de l'homme, comme une religion, comme les effets restreints de l'auto-analyse parmi le vivant. Ça, c'est Lacan, ça. La différence entre le signifiant et le signifié. C'est l'art du par-l'être du souvenir. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Pardon, c'est un peu long. Oui. Donc, euh, on disait que c'est quelque chose qui est bénéfique. Faire des choses pour soi, c'est quelque chose qui est bénéfique pour le sujet. Hein. Prendre soin de soi et écrire, c'est une façon de prendre soin. Alors, c'est pas thérapeutique, ça ne va pas changer ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire, thérapeutique? Moi, j'entends par thérapeutique, ça veut dire que ça change ma vie. Alors, il y a des gens qui ont commencé à écrire et qui après se sont dédiés à l'écriture et qui ont publié des livres et qui sont devenus écrivains. Ça, c'est autre chose. Non, c'est-à-dire qu'ils ont commencé et puis ça a produit un écrivain, par exemple. Donc, on peut dire là, dans ce sens-là, l'écriture a été thérapeutique. Mais c'est pas une méthode. Hein, c'est pas une méthode, l'écriture. Alors, nous avions commencé en parlant de la lecture comme production, en disant qu'à chaque fois que nous faisons une lecture sur les choses de notre vie quotidienne, eh ben, c'est une production, c'est-à-dire que nous produisons quelque chose. Alors, on va voir ici, en tout cas ce soir, qu'il y a trois types de lecture. Il y a cette lecture que nous avons commencé à faire sur ces épisodes de la psychanalyse révolutionnaire,
le type de lecture qui est la lecture épistémologique, qu'on appelle épistémologique, c'est-à-dire c'est une lecture qui va retracer le comment s'est produit la science. Parce que comme on avait vu, il y a une rupture, c'est-à-dire que, hein, comme on avait donné l'exemple à partir du système féodal, on ne pouvait pas imaginer qu'allait se produire le système capitaliste. Mais une fois que nous sommes dans le système capitaliste, nous pouvons étudier, voir le processus, faire une lecture de ce processus pour voir comment s'est passée cette transformation du système féodal au système capitaliste. Comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir quel type de société va se produire après le système capitaliste. Il y en a même, non, comme la bourgeoisie pense, c'est le dernier système possible. Il n'y a pas d'autre système possible. Hein, par exemple. Bon, on ferait bien de mieux utiliser le système capitaliste déjà, ne pas avoir un système capitaliste aussi cruel, ce serait déjà très bénéfique. L'écriture commence après une bonne relation thérapeutique avec le psychanalyste. Par exemple, exactement, parce que sinon les gens, effectivement, ils racontent leur vie et au lieu d'aller voir le psychanalyste, ils écrivent ce qui leur arrive. Alors ça fait du journalisme, ils racontent leur vie intime. Hein. Quand j'ai eu mes règles pour la première fois, non, ça c'est pas très intéressant, mais bon. Et donc on parlait de la lecture épistémologique, celle qui va reconstruire le processus de production. Comme on était en train de voir qu'avec la psychanalyse, que Freud, non, dans notre lecture d'épistémologique, on avait vu comment Freud a produit cette science. Non. Que pour que se produise le concept d'inconscient, Freud a utilisé comme instrument le principe de constance, hein, qui est que rien ne disparaît, tout se déplace. Hein. L'écriture donc est une trace où se lie un effet de langage. Donc, le principe de constance, il a utilisé le concept de champ, hein, de terrain d'action, dans ce cas, dans le cas de la psychanalyse, de l'appareil psychique. Il a utilisé la notion philosophique de son époque qui était le latent et le manifeste, qu'une chose c'est ce qui se manifeste et nous savons qu'il y a quelque chose qui est caché derrière, donc qui est le latent, par exemple que le discours du rêve, et c'est-à-dire qu'il a produit, Freud a produit une nouvelle matière première. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper à savoir comment, comme le font les neurologues par exemple, où ils vont mettre des trucs sur la tête pour voir quand est-ce qu'on rêve et quand est-ce que commence à s'activer l'activité cérébrale quand nous dormons, ben, la psychanalyse ne s'intéresse pas à ça. La psychanalyse, elle s'intéresse à ce que le patient va raconter qu'il a rêvé. Et peu importe l'heure, peu importe le rêve qu'il a fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va nous raconter de son rêve. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vie qu'il vit, c'est ce qu'il dit de sa vie. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas son symptôme, ni quelle est la relation qu'il a avec sa sœur. Ce qui nous intéresse, c'est comment il va en parler. C'est-à-dire que, bon, c'est pour ça qu'on disait que c'était un nouveau niveau d'objectivité, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au dernier effet, ce que dit le patient. Et ce que la psychanalyse a découvert, c'est que c'est plus important ce que je dis de moi, ce que je dis de la vie, de ce que je dis de la réalité, que ce qui se passe vraiment. Vous voyez, Trump, il dit que les États-Unis sont en pleine forme, que le pays va super bien. Hein, c'est-à-dire que peu importe la réalité, le plus important, c'est ce que je dis de la réalité. Ah, bien sûr, on ne peut pas raconter, comme Trump, des choses aussi différentes de la réalité, non, sinon que ce qui nous intéresse, c'est apprendre à vivre dans le monde réel, pas dans le monde de nos fantasmes ou dans le monde qui sont envahis par nos symptômes et qui ne nous permettent pas de voir quelle est la réalité. Sinon, justement, de pouvoir dégager toutes ces choses pour me rendre compte dans quel monde je vis. Quel est le monde dans lequel nous vivons? Et pas pour connaître tout ce qui se passe sur la planète, les rêves dans l'inconscient, oui, mais pas pour savoir tout ce qui se passe dans la planète, sinon pour savoir dans quel monde moi je vis, quel est mon monde. Mais pour savoir quel est mon monde, je dois savoir comment sont les êtres humains, ça c'est indispensable. Si je ne peux pas savoir comment sont les êtres humains, je ne peux pas savoir dans quel monde nous vivons. J'ai besoin de savoir comment est l'être humain.
comment il fonctionne l'être humain pour savoir. Parce que le monde, il est fait par les êtres humains. Hein. Ma vie, c'est moi qui l'a fait. Bon. Donc on parlait de cette lecture épistémologique, d'accord, qui montre qu'on va reconstruire comment Freud a fait pour produire la notion, le concept d'inconscient, l'appareil psychique. En plus, il a travaillé beaucoup, mais pas simplement, pas seulement. C'est mon symptôme. Ok. Alors, donc Freud construit le concept d'inconscient et le définit dans le chapitre 7 de l'interprétation. Là où est le ça, le moi doit advenir, du fantasme à la réalité. Oui, Isabelle. Donc, le chapitre 7 de l'interprétation des rêves en disant que l'inconscient, non, ce que va dire Freud dans l'interprétation des rêves dans le chapitre 7, c'est que l'inconscient ne juge pas, il ne calcule pas, il ne pense pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est transformer son énergie. Il ne veut que transformer. Celle qui juge, qui pense et qui calcule, c'est la conscience. Alors elle pense tellement, elle juge tellement, elle calcule tellement qu'elle ne fait rien. La conscience, c'est celle qui vient inhiber de tellement penser, de tellement calculer, de tellement juger que, poum, je ne fais rien. Ensuite, il y a la lecture scientifique. Parce que pour lire Freud, il faut appliquer la lecture scientifique, parce que sinon, comment je vais découvrir ce que Freud me présente si je ne fais pas une lecture scientifique? Et la lecture scientifique, ça veut dire que je dois me soumettre à ce que le scientifique me propose dans son texte, et pas tout de suite juger, ce que nous avons tendance de faire. Nous jugeons au lieu de dire non, je vais découvrir, voir, comme si je devais présenter un écrit en disant voilà que pense Freud dans l'interprétation des rêves, que nous dit Freud dans l'interprétation des rêves, et j'éloigne de moi toutes mes propres idées. C'est pas facile. Il faut un entraînement pour pouvoir lire Freud. C'est pour ça qu'on dit que lire Freud tout seul, en général, c'est pas très bénéfique. Il faut lire Freud dans une école, dans un cadre spécifique, avec d'autres personnes. Hein. Donc, je dois me soumettre à ce que propose le scientifique. Et non seulement je dois me soumettre à ce que propose le scientifique, hein, que je dois éloigner de moi mes préjugés, mes propres idées pour essayer de découvrir quelle est la nouvelle idée qu'il me propose, et je dois suivre la thèse. C'est-à-dire que dans les textes, euh, ok, Zachary, non, la thèse, dans un texte scientifique, il y a toujours une thèse. Une thèse qui est présentée en disant, voilà, je vais travailler, non, Freud il dit la méthode d'interprétation. Allez, il va nous présenter la méthode d'interprétation quand il va nous dire, le rêve a un sens. C'est la réalisation d'un désir. C'est comme la réalisation d'un désir. Hein. Non, l'inconscient ne se transforme pas en symptôme. Mais non, Charbel, l'inconscient, c'est magnifique. L'inconscient, quand on le laisse sortir, non, c'est quelque chose qui produit. Qu'est-ce que vous croyez? Toutes les grandes découvertes de l'humanité ont été faites à partir de l'inconscient, même quand on ne savait pas qu'il existait. Donc, c'était non, non, la colère, le malheur et tout ça, ce sont des choses de la conscience, pas de l'inconscient. Hein. L'inconscient, c'est quelque chose qui est bénéfique pour le sujet. Hein. Et donc on disait que, non, Freud dit dans l'interprétation des rêves, le rêve est comme une réalisation de désir. Et tous les textes vont être en relation avec, qui va nous démontrer, tout le texte est pour nous démontrer que le rêve est comme une réalisation de désir. Bon, donc je dois suivre la thèse proposée pour voir de quoi il s'agit, non? C'est-à-dire renoncer à mes idées pour écouter les idées de l'autre. Ce qui, bien évidemment, est très intéressant, est très intéressant pour parler avec les autres, pour pouvoir converser avec les autres, apprendre à écouter ce que l'autre me dit, pour apprendre qui j'ai en face de moi, au lieu de vouloir raconter mes propres idées, raconter et imposer mes propres idées. Non, je ne dois pas imposer mes propres idées, je dois écouter qui parle, comment il pense. Hein, t'as vu comment il pense, lui, il pense ceci, hein, t'as vu, il est... Non, de m'intéresser à comment l'autre pense et pas vouloir à tout prix présenter mes propres idées comme
comme si, en plus, c'est plus intéressant d'écouter les idées des autres. Les miennes, je les connais déjà. J'ai pas envie d'apprendre. Voir comment l'autre pense, c'est en général plus intelligent et plus intéressant. Alors, un inconscient réservoir d'énergie. Exactement, Féti. L'inconscient, c'est un réservoir d'énergie. Et il y a une phrase intéressante qu'on utilise en psychanalyse qui est: ce que je dis se perd dans le dire pour ce que l'autre écoute. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je parle et l'autre, il écoute son histoire. Moi, je parle et entre la différence entre ce que moi je dis et ce qui vous arrive, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, sur cette distance, et que chacun, en plus, va écouter quelque chose de différent. Chacun va être touché par une phrase. Non, pour cette rencontre de ce soir, sur ce direct, chacun va écouter quelque chose de différent. Hein. Chacun écoute sa version, chacun écoute selon sa propre histoire, selon son propre imaginaire et sa propre histoire. Donc, c'est-à-dire que une autre chose qui est importante, c'est que quand j'écoute quelque chose, si ça ne touche pas mon imaginaire, si ça ne touche pas mon histoire, je ne l'entends pas. Je l'écoute pas, ça fait pas, c'est pas, ça pas. Non, c'est pour ça que les grands livres, comme l'interprétation des rêves, ben, ce sont des livres à relire. On ne peut pas dire oui, oui, ça y est, je l'ai déjà lu. Non, ce sont des livres, les grands auteurs, ce sont des livres à lire et à relire et à relire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des choses que j'ai pas pu écouter. J'ai pas pu voir, j'ai pas pu lire. Ça a glissé comme si ça n'existait pas. Et tout d'un coup, je reprends le livre et je dis, ah, c'est comme si c'était la première fois que je le lisais. Non, c'est intéressant. Bonsoir, Jazz. Non, c'est intéressant de voir comment, non, à chaque fois, il y a des nouveautés. Les grands livres nous proposent des nouveautés. Alors, c'est pour cela que c'est si important la formation de l'imaginaire et de travailler sur l'imaginaire universel. Et pour travailler l'imaginaire universel, ben, on le travaille avec la poésie. Hein. Et pour que chacun d'entre nous puisse agrandir son imaginaire, ben, la poésie, c'est le meilleur instrument. C'est-à-dire que c'est le meilleur instrument pour agrandir notre imaginaire universel qui va nous permettre de mieux écouter, de mieux écouter. Et Menassa dit que la poésie est bonne dans toutes les circonstances. Et si je ne lis pas de façon épistémologique, et si je ne lis pas de façon scientifique, comment je lis? Comment je vais lire? Ben, je vais lire de façon naïve. Naïve, c'est-à-dire que je vais lire. Qu'est-ce que ça veut dire naïf? Dans ces cas-là, ça veut dire stéréotypé. Stéréotypé. Je cherche mes propres idées dans la lecture. Je dirais, ah, t'as vu celui-là, il a raison, il pense comme moi. Non? C'est-à-dire que je compare avec mes propres idées. Je lis en comparant ce que je lis avec mes propres idées et je juge, par exemple. Hein. C'est-à-dire que c'est une lecture qui n'est pas intéressée pour découvrir la nouveauté. Parce que la nouveauté, c'est quand je ne compare pas avec quelque chose de nouveau. Quand je compare avec quelque chose de nouveau, ça y est, c'est plus nouveau. Je le compare à quelque chose que je connais déjà. Il a perdu sa nouveauté. Et des lectures comme ça, bah, ce sont des lectures qui ne transforment pas. Ce sont des lectures qui ne nous transforment pas. Parce qu'une lecture bien faite, on va dire, ce sont des lectures qui acceptent cette nouveauté, qui va s'intéresser à ce que l'auteur dit. Non, comme disait Cesare Pavese, cet auteur italien qui disait, dans chaque livre, il y a un homme qui me parle. Je dois écouter cet homme qui me parle et qui me raconte son histoire. Non. Donc, il y a la lecture naïve, c'est une lecture qui ne transforme pas, ou c'est-à-dire que je ferme mon livre et je suis toujours la même après la lecture. Et ensuite, on va voir, pour terminer, cette idée qui est très importante, c'est que l'écriture, c'est l'effet d'avoir élaboré une lecture. Non, comme on avait vu avec le verre froid du départ, ce verre, il est froid, c'est une lecture, mais j'ai élaboré d'autres lectures avant pour pouvoir dire que ce verre est froid. Hein. Et donc, c'est intéressant qu'il y a des lectures qui sont faites
qui sont faites des instruments de lecture que je vais faire pour pouvoir élaborer une écriture. Et que quand j'écris, hein, Ménassa, il avait l'habitude de dire: montrez-moi comment vous écrivez, je vous dirai les auteurs que vous n'avez pas lus. Pas les auteurs que vous avez lus, les auteurs que vous n'avez pas lus. C'est-à-dire que ça se voit dans mon écriture. Dans ma manière d'écrire, on voit qui j'ai lu et qui j'ai pas lu. Qui j'ai pas lu, ça veut dire les grands auteurs. Les grands auteurs que nous devrions tous lire. Pourquoi? Qu'ils font partie de l'histoire de l'humanité. Donc, comme moi je fais partie de cette humanité, ben, je dois lire les auteurs de cette, non, qui ont construit cette humanité pour pouvoir m'imprégner un petit peu, pour voir un petit peu de ce qu'ils racontent et pouvoir me transformer. Et nous pouvons même aller dire que la vie de chacun d'entre nous, c'est aussi une écriture. C'est pour ça que je vais vivre selon comment j'ai lu, comment j'interprète les choses. Je vis selon mes lectures, selon les idées que j'ai sur les choses. Hein? Pourquoi? Parce que ma vie aussi est le produit et fait de l'élaboration d'une écriture, d'une lecture. Je suis le résultat de mes idées. C'est pour ça que quand j'arrive à changer mes idées, ben, je peux produire un autre type de vie, je peux modifier un peu ma vie. Hein? Une nouvelle idée. Alors, il ne s'agit pas d'éliminer les idées que nous avons déjà, il suffit d'ajouter de nouvelles idées. Parce que, non, une nouvelle idée, on va dire, une nouvelle idée va transformer les autres idées. Et il y a des idées que je vais être obligée d'abandonner parce qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Mais nous avons une relation tout à fait bizarre avec nos idées. On les aime comme si elles nous appartenaient, comme s'il s'agissait de notre nombril qu'il faut absolument protéger. Et on est accroché à nos idées, hein, comme une histoire d'amour. Non, les idées, on peut les changer. On peut changer, abandonner ces vieilles idées là que l'on traîne depuis longtemps et qui sont trop vieilles et qu'on peut, non, qu'on peut balayer un petit peu et en prendre des nouvelles. Donc voilà pour cette rencontre d'aujourd'hui. Merci de partager sur vos réseaux cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour que nous puissions être plus nombreux mardi prochain où nous continuons mardi prochain 21h à la même heure. Pour ceux qui sont intéressés pour continuer à étudier, nous avons commencé ce super cours sur la psychose du dimanche qu'on peut voir en direct ou en différé. Vous avez le lien sur la page pour vous inscrire. Et ensuite, nous avons l'atelier de poésie du mercredi à 21h où vous pouvez aussi vous inscrire et qui est aussi ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire à cet atelier de poésie qui est un exercice très bénéfique. Voilà pour ce soir. Merci pour votre participation. Et nous continuons. Sabrina, bonsoir. Merci à vous. Bonne fin de soirée, Féti. Et on continue donc la semaine prochaine, très certainement, avec le chapitre 8, avec de nouvelles découvertes. Bonsoir Annick. Allez, bonne continuation à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.